Nous étions déjà passés il y a 2 ans pour vous présenter cette opération de Gergovie dans le 14e. On était à l'époque encore au stade expérimental, le projet n'était pas terminé. Aujourd'hui, nous avons quelques années de retour, donc c'est justement l'objet de notre intervention. ICF Habitat, en quelques mots, on est bailleur social avec environ 100 000 logements. On est répartis sur 4 filiales. Notre actionnaire principal est SNCF Immobilier. Quentin et moi-même sommes rattachés à ICF Habitat La Sablière. On est bien sûr présent sur les 8 départements franciliens de la région, évidemment, région Île-de-France. Notre politique énergie, elle est adossée sur 2 cibles majeures. La neutralité carbone, on en a parlé largement tout à l'heure, c'est vraiment un fondamental qu'il faut commencer à travailler. Avant, on parlait plutôt d'énergie kilowattheure, d'énergie primaire. Aujourd'hui, il faut plutôt embarquer dans nos politiques énergie la neutralité carbone. Et bien entendu, pour tous les bailleurs sociaux, c'est aussi embarquer avec nous la baisse des charges. Si on veut continuer à construire, à réhabiliter, à maintenir nos bâtiments, il faut que nos locataires soient en capacité de pouvoir régler leurs charges. C'est donc nos recettes qu'il faut préserver. Donc l'urgence climatique, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Moi, je commence à avoir 40 ans d'expérience à peu près. Quand j'ai commencé dans le métier, on parlait déjà de réchauffement climatique, de dérèglement climatique avec le protocole de Montréal. C'était en 1985. Ensuite, on a eu le protocole de Kyoto en 1998. En 2015, plus récemment, donc, on a eu la COP 21. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on accélère la transition énergétique. Il faut vraiment qu'on isole nos passoires thermiques. Il faut également revisiter nos systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. C'est justement ce qu'on va essayer de vous présenter lors de cette intervention. Donc là, on va passer de la théorie à la pratique. Donc, je vais vous prendre la place. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Du coup, oui, pour faire un petit état des lieux, donc comme l'a très bien dit Jean-Pierre, on est passé il y a 2 ans aux Energy Meeting pour vous présenter. Donc aujourd'hui, on fait le petit retour d'expérience. Le concours qu'on vous présente aujourd'hui a été lauréat du concours européen de l'habitat responsable en 2016 et du concours de l'ADEME sur la réhabilitation durable en 2017. Pourquoi on a été lauréat? Une des raisons, c'est les solutions énergétiques que l'on a mis en avant et le programme de travaux qui est plutôt ambitieux. Comme vous pouvez le constater, la résidence avant travaux avait une étiquette énergétique de classe E. C'était une étiquette réglementaire via la méthode THEX. On avait une consommation de 248 kWh en énergie primaire par mètre carré chaud et on ambitionnait, avec nos programmes de travaux, d'atteindre une étiquette de classe B avec un gain de près de 180 kWh par mètre carré chaud. Donc, pour vous présenter la résidence, c'est un bâtiment qui a été construit en 1961. Il est situé dans le 14e arrondissement de la ville de Paris, rue de Gergovie plus précisément. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un bâtiment de type bar qui est composé de 10 étages et qui accueille 300 logements pour une surface habitable de près de 17 000 m². Il faut savoir qu'avant les travaux que nous avons réalisés du point de vue énergétique, mais aussi en termes de résidentialisation, très peu d'investissements avaient été faits, on va dire de façon générale, sur cette résidence. Donc si on fait un petit état existant avant travaux, sur le clos et couvert, on avait constaté qu'on avait une très faible performance thermique des parois, avec une faible isolation des parois, donc des façades et des pignons. Les toitures terrasses n'étaient pas isolées, les planchers bas qui donnaient sur les caves eux non plus n'étaient pas isolés. On avait, en termes de menuiserie, de vitrage, des menuiseries double vitrage de première génération avec des performances de type 4-6-4. En termes de système, on avait une vieille chaufferie collective gaz qui assurait la production de chauffage et qui alimentait en eau chaude des radiateurs dans les logements, avec une régulation terminale par robinet manuel. L'eau chaude sanitaire était quant à elle produite de façon individuelle par des ballons électriques dans les logements. Et enfin, le renouvellement d'air était assuré de façon naturelle. Suite à ces constatations, on a fait réaliser un audit énergétique et une étude de faisabilité afin de définir un programme de travaux
sérieux et ambitieux, et afin de valider que les prestations qu'on avait les retenir allaient nous permettre d'atteindre un niveau de performance assez élevé. Donc on s'est attardé à réaliser une isolation thermique par l'extérieur des façades et des pignons, à isoler les planchers bas et les toitures terrasses, à mettre en place des nouvelles menuiseries plus performantes. Sur les systèmes, vu qu'on a réalisé une isolation thermique par l'extérieur, afin d'améliorer le renouvellement d'air et surtout d'assurer une pérennité dans nos logements, on a été obligé de mettre en place une ventilation mécanique basse pression, hydro-réglable. Si nous n'avions pas fait cette intervention, on s'exposait à avoir des grosses problématiques, notamment en termes d'humidité et de moisissure dans les logements, puisqu'on avait rendu le bâtiment étanche. En termes de travaux sur le système, on a pris le parti de rénover intégralement la chaufferie en mettant en place des chaudières à condensation de dernière génération, en mettant en place également des pompes à débit variable. On a installé des robinets thermostatiques dans les logements sur les radiateurs. Cette prestation nous a obligés de réaliser un désembouage, un nouvel équilibrage et de remplacer également les vannes de pied de colonne afin d'assurer un équilibrage performant. Toutes ces prestations que je viens de vous présenter ne sont pas des prestations innovantes. C'est durant les dernières années, lorsqu'on réalise une réhabilitation énergétique, c'est des prestations qui sont assez courantes. Le pari qu'on a fait chez ICF Habitat, c'est d'abandonner la production d'eau chaude sanitaire individuelle pour passer à un système collectif gaz avec une énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, elle est combinée par l'association d'une pompe à chaleur avec une micro-cogénération dont Jean-Pierre vous fera la présentation un peu plus tard. D'un point de vue économique, ces opérations, uniquement du point de vue énergétique, nous ont coûté à peu près 4 350 000 €, ce qui revient à peu près à 14 500 € du logement. Il faut savoir que grâce aux différents concours, mais aussi au plan climat de la ville de Paris, nous avons pu obtenir des subventions, notamment aussi de la région Île-de-France. Alors le plan climat de mémoire, on était à peu près à 3,5 millions et la région à 400 000 €. On a pu bénéficier aussi du dégrèvement de la TFPB. Et enfin aussi des certificats d'économie d'énergie à hauteur de 350 000 €. Un dernier point aussi qu'il faut noter, c'est qu'on aurait pu faire appel à la contribution du locataire via le procédé de la 3e île de quittance sur cette opération, ce qui nous aurait permis de demander une contribution locataire sur les économies et d'énergie que nous allions réaliser. Or, il a été décidé pour diverses raisons de ne pas faire participer le locataire. Je laisse la main à Jean-Pierre qui va vous présenter du coup la solution mise en œuvre. Donc si je peux me permettre, je vais faire un petit focus sur la solution technique, sur le système, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de micro-cogénération, de pompe à chaleur, mais bon, forcément, tous les bureaux d'études qu'on rencontre, ils ne sont pas forcément réceptifs. Donc on va se permettre effectivement de vous présenter un petit peu plus le concept. En fait, c'est un concept un peu classique qui a recours à des systèmes normaux. Il ne s'agit pas d'aller construire des usines à gaz. On utilise donc une pompe à chaleur. On connaît la technologie depuis de nombreuses années. Donc cette pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être une pompe à chaleur RO. Dans cette pompe à chaleur, elle a une particularité. Elle fonctionne en faible débit d'air. Et on va lui mettre, en amont de l'évaporateur, pour les techniciens, on va mettre une batterie de réchauffage, une batterie de récupération de chaleur qui va récupérer les énergies fatales, soit dans les eaux usées, soit sur de la VMC, ou éventuellement sur les fumées. Aujourd'hui, l'installation qu'on va vous présenter, qu'on vous présente, Gergovie, on va faire de la récupération sur les fumées. C'est-à-dire les fumées qui sortent des chaudières pour le chauffage central. Donc cette pompe à chaleur, elle n'a rien d'extraordinaire. La seule différence qu'effectivement, elle a cette batterie de préchauffage. Par contre, en termes de raccordement électrique, contrairement à une pompe à chaleur classique, l'électricité, on va la fournir sur place. Et c'est la cogénération, justement, qui va permettre d'alimenter en électricité le compresseur de la pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, également, pour doper le coefficient de performance, on va la faire fonctionner à basse température. C'est-à-dire qu'on va la faire fonctionner à 40 degrés, contrairement à ce qu'on fait habituellement, de les faire fonctionner à 55 ou 60 degrés. L'avantage de fonctionner à 40 degrés, ça permet de disposer d'un COP élevé. Si je reviens sur le côté cogénération, quand la cogénération fonctionne, elle va également dégager de la chaleur à 80 degrés environ, qu'on va stocker dans un ballon d'appoint qu'on voit sur la gauche.
Par la suite, on se retrouve sur un système complètement traditionnel. Donc on fait en fait, la pompe à chaleur produit l'eau à 40 degrés. La cogénération se substitue à la chaudière pour faire de l'eau à 80 degrés. On met un échangeur entre le ballon de préchauffage, le ballon d'appoint. On rentre à 40 degrés dans l'échangeur, on sort à 60 degrés grâce à la chaleur stockée dans la cogénération à 80 degrés. Ce qui est intéressant, c'est de voir la performance économique. On rentre dans le système sur la cogénération, un mégawattheure gaz, ça coûte environ entre 45 et 50 euros. Donc le rendement électrique d'une cogénération, c'est 0,30, entre 0,30 et 0,35. Ces 0,30 ou 0,35 vont alimenter la pompe à chaleur. Comme la pompe à chaleur a un coefficient de performance qui va se trouver entre 4 ou 4,5, voire 5 en été, si je fais 0,33 par 4, je retrouve les 1,40 du côté condenseur de la pompe à chaleur. Je reviens côté cogénération. Côté cogénération, je produis environ entre 0,60 et 0,70 selon le modèle de cogénération. Donc les 1,40 plus les 0,70, on se retrouve à environ 2 MWh. 2 MWh, j'ai rentré 1 MWh dans la cogénération, j'en sors 2, donc mon mégawattheure thermique me revient à 45 euros divisé par 2, ce qui nous revient à 22,50 €. Donc c'est là où on voit que c'est quand même c'est économique par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, parce que dans les 45 euros, l'abonnement il est embarqué. Petit focus également sur la pompe à chaleur, quand on regarde le ratio 2 MWh sur le concept fourni et la pompe à chaleur, où effectivement on produit un 40, ça veut dire que lorsqu'on retire l'énergie consommée côté compresseur, on se retrouve à l'évaporateur à 1 MWh. Si je fais 1 MWh sur 2 MWh, je retrouve 50% d'ENR. Donc c'est pour ça que Quentin disait tout à l'heure, c'est aussi un moyen de générer, de valoriser les ENR. Et quand on parle aujourd'hui de réduction de CO2, quand on sait que le gaz il est à peu près 0,234 kg de CO2 par kilowattheure, si on a un rendement de 200%, ça fait 0,11 ou 0,12. Donc là, on s'aperçoit que ça devient quand même relativement efficient. On va essayer de vous parler du retour d'expérience, puisque maintenant ça fait 2 ans que ça tourne. Donc on a fait un retour d'expérience, mais adossé sur les factures. Donc si on s'intéresse aux consommations de chauffage, grâce à l'ensemble des travaux que je vous ai présentés tout à l'heure, on s'aperçoit que sur les 5 dernières années, on a réussi à obtenir une baisse de près de 51% de nos consommations de chauffage. La saison de chauffe 2014-2015 étant la dernière saison de chauffe avant la réalisation des travaux, la saison 2018-2019, la première saison de chauffe après l'achèvement des travaux. L'ensemble des consommations de chauffage que vous voyez ici ont toutes été ramenées sur la même base de degrés jour unifiés afin de s'abstenir de la rigueur climatique de l'hiver et de pouvoir comparer évidemment l'ensemble des consommations entre elles. Donc on s'aperçoit que pendant qu'on a fait ces économies de consommation de chauffage, le coût du mégawattheure gaz a augmenté de près de 37%. Je vous laisse imaginer l'impact sur les charges de nos locataires si on n'avait pas fait les travaux. Ils auraient pu avoir des consommations et des factures qui auraient augmenté à minima de l'ordre de 37%, voire un peu plus, ça dépend. Sur nos émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit également que sur les 5 dernières années, avec les travaux qu'on a faits, on a une baisse de l'ordre de 42%. On est passé de 486 tonnes de CO2 émis à 284 tonnes de CO2 émis lors de la dernière saison de chauffe. Alors effectivement, vous aurez peut-être remarqué que le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas équivalent au gain que l'on peut avoir sur la consommation de chauffage. Ça s'explique notamment par le fait que là, on vient prendre en compte la consommation d'eau chaude sanitaire. On est passé d'une production individuelle électrique à une solution comportant une part de gaz. Donc, on vient émettre un peu plus de gaz à effet de serre. Un petit retour sur les consommations. Alors, bon, il y a une petite erreur. Sur le total des mégawattheures consommés, on est à peu près à 1530 mégawattheures PCI. Mégawattheure PCI consommés. On s'aperçoit qu'avec les travaux qu'on a faits, on s'approche relativement bien des consommations qu'on peut observer dans le neuf avec des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui s'équilibrent. On a 896 MWh PCI pour le chauffage et 638 MWh PCI pour le chaude sanitaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on compare ce que pourrait donner
de façon réelle les consommations de chauffage et d'énergétique et de faire un parallèle avec l'étiquette énergétique que l'on ambitionnait d'avoir en début, que je vous ai présenté tout à l'heure. Rappelez-vous, on ambitionnait d'atteindre une étiquette énergétique réglementaire B avec 66 kWh par mètre carré Schon. Or, en prenant les consommations de chauffage et de CS, on s'aperçoit qu'on obtient dans la réalité une étiquette de 72 kWh par mètre carré Schon et donc une étiquette toujours B. Cependant, la différence que l'on peut observer par rapport à l'étiquette théorique s'explique notamment par le fait que les moteurs de calcul ne prennent pas en compte un certain nombre d'aspects, notamment la partie bouclage d'eau chaude sanitaire. Ce qui est intéressant aussi pour les gaz à effet de serre, ce que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est qu'avant travaux, on avait une étiquette d'émissions de gaz à effet de serre de près de 6 kg de CO2 par mètre carré Schon et qu'on ambitionnait avec le programme de travaux, on passait à 8. Dans la réalité, on s'aperçoit qu'on est à 13 kg de CO2 par mètre carré Schon. Donc on est quand même assez proche des données qui étaient annoncées avant travaux et des données théoriques. Oui, je rajouterais qu'il faut, d'un côté, on a du calcul conventionnel, et puis aujourd'hui, on est quand même dans la vraie vie. Hein, donc, on a disséqué toutes les factures gaz et voir effectivement ce qui se passait, bien sûr, gaz et électricité. L'évolution de la quittance, c'est important puisqu'on rejoint en boucle ce qu'on présentait tout à l'heure sur les cibles majeures de notre politique énergétique. Il faut, bien sûr, qu'il faut aller chercher la neutralité carbone. En revanche, on ne peut pas négliger la baisse des charges de nos locataires. Donc quand on regarde côté chauffage, en 2014, nous étions sur un coût moyen d'un logement 3 pièces standard à 299 €. En 2019, on est quand même à 195 €. Donc on a fait quand même une baisse de 16%, malgré les 37% d'augmentation du gaz entre 2014 et 2019. Lorsqu'on regarde maintenant sur la partie eau chaude sanitaire, on était à 270 €. Il n'y avait pas de maintenance, évidemment. Par contre, on fonctionnait à toute électricité. Donc l'électricité, on sait que c'est relativement cher. On est aux alentours de 150 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 175 €. Donc 175 €, ça représente 52% de baisse de charge. Je pense qu'également, on peut aller beaucoup plus loin parce que les installateurs aujourd'hui, enfin l'installateur exploitant maîtrisait pas encore le sujet, mais je pense que demain, lorsqu'on va commencer à avoir des nouvelles offres sur le marché, on sera en capacité de faire fonctionner le concept en électricité tout été, et on sera en capacité également de s'effacer en électricité en hiver, ce qui nous permettra de bénéficier d'une tarification plus attractive. Donc au global, 569 € avant travaux en 2014, 370 € en 2019, c'est quand même un super résultat avec 35% de baisse et une augmentation de 37% pour le gaz. Je n'ai plus les chiffres en tête pour l'électricité, mais bon, c'est à peu près la même, c'est dans les mêmes proportions. Alors, la garantie de résultat, c'est vrai qu'au départ, on peut se poser des questions. Qui va être capable de nous installer ce type d'installation? Parce que même si la cogénération, l'expertise, elle n'est pas encore très développée, pompe à chaleur un peu plus. Donc on a mis en place dans notre contrat, c'est l'installateur qui assure la maintenance et qui garantit le résultat. Ça permet en tous les cas, pour la partie chauffage, l'installateur exploitant s'engage sur ANB, donc consommation théorique pour 2073 DJU, et il s'engage également sur un petit QECS pour les bureaux d'études. Il s'est engagé là sur cette opération de 0,07. Bon, à comparer à 0,13 dans les systèmes classiques, on voit quand même qu'il y a eu un engagement assez fort de l'installateur, mais malgré ça, en embarquant une marge de sécurité, parce que lorsqu'on a des systèmes comme celui-ci, il faut quand même assurer de la maintenance ou parfois arrêter la cogénération pour la maintenir. Donc, il faut aussi parfois admettre des fonctionnements en dégradé. Par rapport à ce que disait Quentin tout à l'heure, lorsqu'on va aussi chercher de la troisième ligne de quittance, le fait de travailler comme ça en embarquant la garantie de résultat, ça rassure les locataires pour justement participer aux travaux d'économie d'énergie. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, on divise par deux effectivement les consommations entre 2014 et 2019. Bien sûr, on n'a pas fait
qu'un système de couplage, mais en tous les cas, c'est tout un ensemble. Les gaz à effet de serre, la neutralité carbone, on y est. On a donc bouclé par rapport aux cibles majeures de notre politique énergie. Baisse des charges, on continue et on essaye d'aller encore plus loin. Les 50% d'ENR, évidemment, c'est que sur le chauffage, mais je pense qu'il y a GRDF également qui travaille sur le biogaz, donc je pense qu'on sera encore plus vertueux, de même que le couplage, puisque si on arrive à faire du biogaz, demain, on améliorera notre bilan carbone. Et je dirais ensuite, aujourd'hui, c'est une solution un peu plus facile à réaliser, puisqu'on nous fournit le système soit en skid, soit en conteneur complètement monté. Il n'y a plus besoin d'avoir recours à un installateur où il va faire ses propres assemblages. Voilà, le système, il est livré en un bloc. On ramène le gaz, on fait un départ eau chaude, un bouclage et raccordement électrique. Tout est câblé, c'est relativement simple et c'est accessible à tout le monde. Et le titre 5 est en cours de dépôt, là, donc j'espère qu'on pourra avoir ce titre 5 système assez rapidement, en tous les cas au mois de février. Merci en tous les cas pour votre attention.